Maman a mis un sac poubelle sur mon lit et a crié, « C'est ce que valent tes rêves. Tu veux être créatrice de robes? Sors. » Je suis parti avec un seul sac et $230. Après 10 ans de silence, la sécurité a appelé, « Madame. Votre mère est ici. Elle dit que c'est une urgence. » Je suis sorti et j'ai dit. Ma mère a mis un sac poubelle sur mon lit avec mon carnet de croquis à l'intérieur. Celui dans lequel je dessinais des robes de mariée depuis que j'avais 13 ans. Elle a dit, « C'est ce que valent tes rêves. » J'ai pris le carnet de croquis et $230. Et je suis parti cette nuit-là. 10 ans plus tard, ma sécurité a appelé. Ma mère était dans le hall. Elle a dit que c'était une urgence. Je m'appelle Bren. J'ai grandi dans une maison où le succès avait une seule définition, et c'est ma mère, Lenore, qui l'a écrite. Des diplômes, des titres, des carrières avec des bureaux et des cartes de visite. Elle mesurait les gens à ce qu'ils pouvaient présenter à une table à manger. Et si votre réponse n'était pas accompagnée d'un salaire, elle arrêtait d'écouter avant même que vous n'ayez terminé votre phrase. Il y avait une vieille boîte de couture au fond de son placard qu'elle n'ouvrait jamais et ne jetait jamais. Je l'ai trouvée une fois quand j'étais enfant. Elle me l'a prise des mains sans un mot et l'a remise sur l'étagère. Je n'ai jamais compris pourquoi elle gardait une chose qu'elle refusait de toucher. Ma sœur aînée, Marlo, était le produit fini. Études de droit, tableau d'honneur, des stages qui se transformaient en offre d'emploi avant même qu'elle n'obtienne son diplôme. Elle traversait la vie avec le bourdonnement constant de quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question parce qu'elle n'en avait jamais donné la raison à personne. Lenore parlait de Marlo comme les gens parlent du fait qu'ils apprécient quelque chose sans effort, constamment, comme si c'était la seule saison digne d'être mentionnée. Mon père, Hollis, était un homme silencieux dans une maison bruyante. Il n'était pas cruel. Il était juste absent de cette manière spécifique dont les pères le sont lorsqu'ils ont choisi la paix au détriment de leurs enfants. Il était d'accord avec Lenore de la même manière que les meubles s'accordent avec une pièce. Il était là. Il s'intégrait. Il ne bougeait jamais à moins que quelqu'un ne le pousse. J'étais le brouillon qui ne correspondait pas à la version finale. La fille qui passait ses soirées à dessiner des décolletés, des corsages et des traînes cathédrales pendant que sa sœur étudiait des contrats. Quand je dessinais une robe de mariée, quelque chose dans ma poitrine s'apaisait. Les lignes prenaient sens. Le tissu dans ma tête bougeait de la même manière que la musique bouge. Lenore traitait mes croquis de la même façon que vous traitez le dessin d'un enfant sur le réfrigérateur. Mignon pour un temps, mais destiné à être enlevé. Quand je lui ai dit que je voulais étudier la création de robes de mariée, elle m'a parlé des probabilités de gagner sa vie en dessinant des robes. Elle a dit que Marlo avait déjà été acceptée à la faculté de droit et a demandé ce que je comptais dire aux gens lors des réunions de famille quand ils me demanderaient ce que je faisais. Je lui ai dit que je dessinais des robes de mariée. Elle n'a pas ri. Elle a fermé les yeux et est sortie de la pièce. C'était pire que de rire. Rire signifie que vous avez entendu quelqu'un. Fermer les yeux signifie que vous avez décidé qu'ils ne sont pas là. Le sac poubelle est arrivé 2 semaines plus tard. J'ai emballé ce que je pouvais. J'ai descendu les escaliers. Hollis était assis dans le salon. Il m'a regardé. Il a regardé le sac dans ma main. Il a regardé la porte d'entrée. Et il ne s'est pas levé. Il est juste resté assis là pendant que sa fille sortait de la maison, et il a choisi le canapé plutôt que la conversation qui aurait pu tout changer. C'est le problème avec les pères silencieux. Ils ne sont pas absents. Ils sont présents à chaque instant où ils choisissent de ne pas agir. J'ai pris un bus cette nuit-là. Je ne savais pas où j'allais. J'avais le sac à dos, le carnet de croquis et $230 qui semblaient diminuer à chaque fois que je les comptais. J'ai atterri dans une ville où je n'étais jamais allé parce que le billet était bon marché et que le nom semblait assez éloigné de tout ce que je quittais. Les premières semaines ont été de ce genre de difficultés qui ne donnent pas lieu à de bonnes histoires. Cela donne juste de longues nuits. Je suis resté dans un motel bon marché jusqu'à ce que l'argent vienne à manquer. J'ai travaillé dans une laverie automatique. Je mangeais ce que je pouvais me permettre, ce qui n'était jamais tout à fait suffisant. Le carnet de croquis restait dans mon sac en tout temps car c'était la seule chose que je possédais qui prouvait que j'avais un plan. Puis j'ai rencontré Madame Tierney. Elle gérait une toute petite boutique de robes de mariée dans une rue où aucune personne importante ne passait.
Les robes à l'intérieur étaient faites à la main et magnifiques, d'une manière que les choses coûteuses ne sont souvent pas. Je passais devant cette boutique tous les jours et, un après-midi, je me suis arrêté. J'ai pressé mon visage contre la vitre et j'ai regardé une robe sur le mannequin du fond. Elle avait un décolleté que j'avais dessiné presque exactement dans mon carnet. Le même angle, la même chute. Je suis entré. Madame Tierney était derrière le comptoir. Elle avait dans les 70 ans, petite, les cheveux argentés tirés en arrière. Elle m'a regardé comme les gens regardent quelqu'un qui n'est clairement pas là pour acheter quoi que ce soit, mais à qui il pourrait valoir la peine de parler. Je lui ai dit que je cherchais du travail. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide. J'ai dit que je savais coudre. Elle a regardé mes mains. Je me suis assise à sa machine et j'ai ourlé un morceau d'échantillon. Elle m'a regardé sans parler. Quand j'ai fini, elle a pris le tissu et l'a retourné 2 fois. Puis elle m'a regardé et a dit, « Où avez-vous appris à faire cela ?» J'ai dit, « Je l'ai appris toute seule. » Elle a dit, « C'est soit très impressionnant, soit très dangereux. » Puis elle a dit, « Revenez demain. » Je suis revenu tous les jours pendant des mois. Elle m'a appris la tension du fil, le poids du tissu, comment couper la dentelle sans perdre le motif, comment ajuster un corsage pour qu'il respire, comment écouter ce qu'une mariée ne dit pas, car c'est généralement la robe qu'elle veut vraiment. Un après-midi, elle a trouvé mon carnet de croquis sur la table de travail. Je l'avais laissé ouvert par accident. Elle l'a pris et s'est tue. Elle a tourné les pages lentement. Elle s'est arrêtée sur un croquis que j'avais fait à 15 ans, une robe à manches longues avec un dos nu et des perles cousues à la main le long de la clavicule. Elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle m'a regardé et a dit, « Depuis combien de temps dessinez-vous cela ?» J'ai dit, « Depuis que j'ai 13 ans. » Elle a dit, « Pourquoi ne m'avez-vous pas montré cela le premier jour ?» J'ai dit, « Parce que la dernière personne qui l'a vu l'a mis dans un sac poubelle. » Elle a posé le carnet de croquis et a dit une chose que je porte avec moi jusqu'à ce jour. Elle a dit, « Les gens qui jettent les choses sont généralement ceux qui ne peuvent rien construire eux-mêmes. » Elle a dit, « Ce carnet n'est pas un passe-temps. C'est un plan, et les plans deviennent des bâtiments quand quelqu'un leur donne une fondation. » Elle m'a donné une fondation. Au cours des années suivantes, Madame Tierney m'a appris les affaires, la tarification, les relations avec les clients, la longue patience requise pour construire quelque chose à la main dans un monde qui veut tout rapidement. Sa santé a commencé à décliner après un certain temps. Un soir, elle m'a fait asseoir et m'a dit qu'elle voulait que je reprenne la boutique. Pas l'acheter, la reprendre. Elle a dit que les robes de mon carnet de croquis méritaient une pièce avec leur nom sur la porte. J'ai pris la relève le printemps suivant. J'ai gardé son nom sur la vitrine pendant la première année. Puis j'ai ajouté le mien en dessous. Puis le mien est devenu plus grand. Pas parce que je le voulais, mais parce que les clientes continuaient d'arriver. Les robes de mon carnet de croquis ont commencé à prendre vie. La robe à manches longues sur laquelle Madame Tierney s'était arrêtée est devenue ma première pièce signature. Une mariée locale l'a portée à son mariage et son photographe a publié les photos sur un blog de mariage. Cette publication a apporté 3 demandes, puis 5. Puis une mariée de la haute société de l'autre bout de l'État qui avait vu le blog et conduit 2 heures pour un essayage. Elle l'a dit à ses amis. Ses amis l'ont dit aux leurs. C'est ainsi que fonctionne le monde du mariage. Une robe à la fois jusqu'à ce que le calendrier se remplisse de lui-même. J'ai déménagé dans un espace plus grand. J'ai embauché ma première couturière, puis une deuxième. En quelques années, j'avais une petite équipe, une liste d'attente de 8 mois et un nom que les mariés cherchaient grâce aux bouche à oreille. J'ai tout construit à partir d'un carnet de croquis dont ma mère m'avait dit qu'il valait un sac poubelle, et de $230 qui se sont épuisés avant la fin du premier mois. Je n'ai jamais appelé à la maison. Personne ne m'a appelé. Le silence entre nous a grandi de la manière dont le silence grandit quand personne ne veut être le premier à le briser. Des années ont passé. Je suis devenu quelqu'un que ma famille ne reconnaîtrait pas. Pas parce que j'avais changé, mais parce qu'ils n'avaient jamais regardé d'assez près pour voir qui j'étais en premier lieu. Mais il y a eu une nuit que je n'ai jamais oubliée. Avant le blog, avant les mariés, ma machine à coudre est tombée en panne, la seule que j'avais. Je me suis assise sur le sol de la boutique et j'ai pensé, c'est ici que ça se termine. Je n'avais pas les moyens de la remplacer. Le lendemain matin, une boîte était posée devant la porte de la boutique. Pas de nom, pas de mots. Une machine à coudre toute neuve, le modèle exact dont j'avais besoin.
J'ai demandé à Madame Tierney. Elle a dit qu'elle ne savait pas. J'ai demandé aux voisins. Personne n'avait rien vu. Cette machine a tout construit. Chaque première robe, chaque nuit tardive, chaque mariée qui a pleuré devant le miroir. Et je n'ai jamais su qui l'avait mise là jusqu'à ce moment. C'était un mardi soir. Le studio était fermé. Madame Tierney était passée comme elle le faisait parfois, avec du thé et sans programme précis. Elle s'est assise dans le coin pendant que je finissais de repasser un ourlet. Nous avons parlé de tout et de rien pendant un moment. Puis elle s'est tue, d'une manière qui signifiait que quelque chose allait arriver. Elle a dit, « Je dois vous dire quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. » J'ai arrêté de repasser. Elle a dit, « Le matin où cette machine à coudre est apparue devant la porte, je vous ai dit que je ne savais pas qui l'avait laissée. » Ce n'était pas vrai. Je l'ai regardée. Elle a regardé la machine dans le coin. La même, celle qui avait tout construit. Elle a dit qu'une femme avait appelé la boutique quelques jours avant l'arrivée de la machine. Elle n'avait pas donné son nom. Elle a demandé quel genre de machine j'utilisais et si j'en avais besoin d'une nouvelle. Madame Tierney lui a donné le modèle. 2 jours plus tard, la boîte était à la porte. Madame Tierney a dit qu'elle avait reconnu la voix au téléphone parce que la femme avait déjà appelé une fois, des semaines plus tôt, pour demander si une fille nommée Bren y travaillait. Madame Tierney avait répondu oui. La femme a dit d'accord et a raccroché. J'ai demandé pourquoi elle ne me l'avait jamais dit. Elle a dit, parce que vous aviez besoin de construire cela de vos propres mains. Et vous l'avez fait. Je ne voulais juste pas que vous soyez en colère contre la personne qui s'est assurée que vous ayez une machine sur laquelle construire. J'ai dit, qui était-ce? Elle m'a regardé de la même façon qu'elle regarde un tissu avant de le couper soigneusement. Puis elle a dit, c'était votre sœur. La pièce a changé de forme. Pas physiquement. Quelque chose à l'intérieur s'est déplacé. Les murs sont restés là où ils étaient, mais tout ce que je croyais savoir sur les 10 dernières années s'est réorganisé autour d'un seul appel téléphonique provenant d'une femme que j'avais passé une décennie à haïr. Marlo, la sœur qui se tenait en haut des escaliers la nuit où je suis parti et qui n'était pas descendue. L'enfant gâté qui avait tout ce que je n'avais pas. Celle dont j'étais certaine qu'elle avait choisi le côté sûr de la porte pendant que je la franchissais seule. Elle avait appelé une étrangère, posé des questions sur une machine à coudre, et en avait envoyé une à la porte d'une boutique qu'elle n'avait jamais visitée, pour une sœur qu'elle n'avait pas le droit d'aimer. Je suis resté avec cette pensée pendant un long moment. Madame Tierney n'a rien dit d'autre. Elle a fini son thé. Elle a mis la tasse dans l'évier. En sortant, elle s'est arrêtée et a dit encore une chose. Elle a dit, le fil est toujours plus fort que les ciseaux. Cela prend juste plus de temps pour le prouver. Après son départ, je suis resté seul dans le studio pendant des heures. J'ai regardé la machine. J'avais cousu des milliers d'heures dessus. J'avais drapé du tissu dessus à minuit quand les commandes étaient en retard. J'avais pressé mon front contre elle une fois quand la mère d'une mariée avait appelé pour dire que la robe avait fait pleurer sa fille. Et je n'étais pas sûr si c'était bien ou mal. C'était bien. C'était toujours bien. Et chaque point que j'avais jamais fait sur cette machine avait été soutenu par quelqu'un que je croyais m'avoir abandonné. J'ai essayé d'être en colère. J'ai essayé de me sentir manipulé. Mais tout ce que je pouvais ressentir, c'était le poids de toutes ces années que j'avais passées à en vouloir à Marlo d'être restée en haut des escaliers et de ne pas être descendue. Elle était descendue, mais pas de la manière que j'attendais. Elle était descendue à travers un appel téléphonique à une étrangère, un numéro de carte de crédit donné par téléphone, et une boîte laissée sur le pas d'une porte sans aucun nom dessus. C'était sa version de descendre les escaliers, et cela lui avait coûté plus que je ne l'avais jamais su. J'ai appelé Marlo cette nuit-là, la première fois que je composais son numéro depuis des années. Elle a décroché à la 2e sonnerie, comme si elle attendait cet appel depuis la nuit où j'étais parti. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai dit, c'était toi. Elle est restée silencieuse. Puis elle a dit, oui. J'ai demandé comment elle m'avait trouvé. Elle a dit que la nuit de mon départ, je lui avais envoyé un seul message texte, 3 mots. Je vais bien. Elle a dit qu'elle s'était accrochée à ces 3 mots pendant des semaines. Puis elle a commencé à chercher. Elle a trouvé la boutique par le biais d'un annuaire d'entreprise locale des mois plus tard. Elle a appelé. Elle a entendu que j'y étais. Et quand elle a entendu que ma machine était cassée,
elle a fait la seule chose qu'elle pouvait faire de cette distance sans que Lenore ne le découvre. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas simplement appelé. Elle a répondu que c'était parce que Lenore avait été claire. Quiconque me contacterait serait traité de la même manière que moi. Marlo avait déjà testé cette limite une fois. Elle avait mentionné mon nom lors d'un dîner de famille des mois après mon départ. Juste mon nom. Lenore était restée silencieuse pendant le reste de la soirée et n'avait pas parlé à Marlo pendant 3 semaines. C'était l'avertissement. Contacte ta sœur et tu perds ta place, toi aussi. Alors Marlo a choisi une voie médiane. Elle ne pouvait pas m'appeler. Elle ne pouvait pas me rendre visite. Elle ne pouvait pas envoyer une lettre avec son nom dessus. Mais elle pouvait appeler une étrangère et demander de quel genre de machine à coudre sa sœur avait besoin, et elle pouvait s'assurer qu'elle arrive avant que le rêve ne se termine. Elle m'a dit que le coût avait été supérieur à de l'argent. Elle a dit que les années passées à faire semblant de ne pas penser à moi avaient été la performance la plus difficile de sa vie. Elle a dit qu'à chaque fête, elle s'asseyait à cette table et regardait la chaise vide où j'avais l'habitude de m'asseoir, et elle ressentait le poids de savoir exactement où j'étais et de ne pas pouvoir le dire. Elle a dit que son mariage avait été retardé parce que le silence à la maison rongeait tout. Elle a dit qu'elle avait passé des années à porter 2 loyautés qui ne pouvaient pas exister dans la même pièce. L'une envers une mère qui exigeait l'obéissance. L'autre envers une sœur qui ne savait même pas qu'elle était soutenue. J'étais parti et j'avais été effacé. Marlo était restée et avait été réduite au silence. Le résultat était le même. 2 filles, la même mère, toutes les 2 seules. Je lui ai dit que j'étais désolé. Elle a dit, ne sois pas désolé. Sois fier. Regarde ce que tu as construit. J'ai dit, je l'ai construit sur une machine que tu as envoyée. Elle a dit, non, tu l'as construit sur tout ce que tu es. La machine s'est juste assurée que tu avais un endroit où commencer. Cette conversation a ouvert une brèche en moi qui était scellée depuis des années. Pas une porte, une fissure, juste assez de lumière pour voir à travers. Marlo et moi avons commencé à parler. Les mardis soirs principalement. Nous faisions attention l'une à l'autre comme on fait attention à quelque chose qui s'est cassé une fois et qui pourrait se casser à nouveau. Nous ne parlions pas de Lenore. Nous parlions de tissus, d'affaires, de météo et des choses ordinaires que les sœurs sont censées partager. Elle est venue au studio un samedi après-midi. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte pendant un long moment avant d'entrer. Elle a regardé autour d'elle comme quelqu'un regarde une pièce qu'il a imaginée pendant des années et dans laquelle il entre enfin. Elle a touché les robes sur les mannequins. Elle a glissé ses doigts le long d'une couture, de la façon dont on touche quelque chose qu'on a aidé à créer mais qu'on n'a jamais pu voir terminer. Elle s'est arrêtée devant la machine à coudre. Elle a posé sa main dessus et l'y a maintenue. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Puis elle a marché jusqu'à la page encadrée du carnet de croquis sur le mur. Elle est restée là pendant un long moment. Ses yeux étaient humides. Elle a dit, je me souviens de la nuit où tu as dessiné ça. Tu étais assise sur ton lit avec tes écouteurs. Je suis passé devant ta chambre et j'ai failli entrer. J'ai failli m'asseoir sur le bord de ton lit et te dire que c'était magnifique. J'aurais aimé le faire. J'ai dit, tu es entré plus tard. Tu as juste utilisé une porte différente. Elle s'est retournée et m'a regardé. Et pour la première fois de nos vies d'adultes, ma sœur et moi étions debout dans la même pièce sans un mur entre nous. Pas le mur que Lenore avait construit. Pas le mur du silence, de la distance ou du ressentiment. Nous n'étions que 2 femmes dans une pièce pleine de robes de mariée. Et l'une d'elles pleurait. Je me suis approché et je l'ai serrée dans mes bras. Je n'avais pas serré ma sœur dans mes bras depuis que j'avais 17 ans. Elle m'a semblé plus petite que dans mes souvenirs. Ou peut-être avais-je grandi. Peut-être que c'est ce que font 10 années passées à construire quelque chose à partir de rien. Cela ne vous rend pas plus grand. Cela vous rend assez solide pour soutenir quelqu'un d'autre. Des mois ont passé. Puis un matin, tout a changé. Mon assistante est entrée dans mon bureau avec l'air mal à l'aise. Elle a dit qu'il y avait une femme en bas qui n'était pas sur la liste. Elle a dit que la femme avait dit à la sécurité que c'était une urgence. Elle a dit que la femme s'appelait Lenore. J'ai posé mon stylo. J'ai regardé le croquis sur lequel je travaillais. Une traîne cathédrale avec des détails en cristal cousu à la main. Le genre de robe qui coûtait plus cher que la voiture de ma mère. 10 ans.
10 ans depuis le sac poubelle. 10 ans depuis les 230 $. 10 ans de silence. Et maintenant, elle était dans mon hall, appelant cela une urgence. Je me suis levé. J'ai arrangé ma veste et j'ai marché vers l'ascenseur. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Elle se tenait près de la réception, plus petite que dans mes souvenirs. La posture qui remplissait autrefois une pièce était repliée sur elle-même. Elle tenait son sac à main des deux mains, comme les gens tiennent des choses quand ils n'ont rien d'autre à quoi s'accrocher. L'agent de sécurité m'a regardé. J'ai hoché la tête. Lenore m'a vu. Aucune de nous n'a bougé. Mère et fille. 10 ans et un hall plein de robes de mariée entre nous. Elle a regardé autour d'elle. Les robes, les échantillons de tissu, l'équipe derrière la vitre. Ses yeux se déplaçaient lentement, comme des yeux se déplacent lorsqu'ils évaluent le coût de quelque chose qu'ils ont jeté. Puis elle a marché vers le mur du fond. Le croquis encadré. La première page de mon carnet de croquis. Dessiné à 15 ans, mis dans un sac poubelle à 18 ans, éclairé par le haut, monté sur le mur d'un studio qui habillait des mariés à travers le pays. Sa main a couvert sa bouche. Elle regardait la page qu'elle avait qualifiée de sans valeur, accrochée au mur d'un empire que sa fille avait construit à partir de celle-ci. Je l'ai accompagnée jusqu'à une chaise dans le hall, pas mon bureau. Je n'étais pas prête à lui accorder cela. Le hall était suffisant. La laisser s'asseoir au milieu de ce qu'elle avait dit ne jamais fonctionner. Je n'ai pas parlé en premier. J'ai laissé le silence peser jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter. Lenore a craqué la première. Elle a dit, « Je sais que ce n'est pas ainsi que tu imaginais me revoir. » J'ai dit, « Je n'imaginais pas te revoir. » Ces mots ont atterri de la manière dont je savais qu'ils le feraient, non pas comme une cruauté, mais comme la vérité. Elle s'en était assurée 10 ans auparavant quand elle avait mis un sac poubelle sur mon lit et était descendue préparer le dîner. Elle m'a raconté les détails. Hollis avait étendu l'entreprise avec de l'argent emprunté. Il avait mis la maison et la voiture en garantie. L'entreprise avait fait faillite. La banque avait pris la voiture. Maintenant, il venait pour la maison, c'était l'affaire de quelques semaines, peut-être moins. Quand elle a eu fini, j'ai posé une seule question. Es-tu venu parce que tu as besoin d'aide ou parce que tu n'as nulle part d'autre où aller? Elle a regardé le sol. C'était la réponse. J'ai dit, le carnet de croquis que tu as mis dans ce sac est encadré sur ce mur. Les robes qui, selon toi, ne paieraient jamais rien, paient ce bâtiment. La fille que tu as jetée a construit quelque chose par lequel tu demandes maintenant à être sauvée. Réfléchis à cela avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Son menton a tremblé. Elle n'a pas pleuré. Lenore ne pleurait pas, mais le tremblement était là. Une fissure dans le béton. J'ai dit, je vais vous aider pour la maison, mais pas de la manière dont tu le souhaites. Pas un chèque et un au revoir. Si je fais cela, nous le faisons différemment. Nous nous asseyons, nous tous, toi, moi, Marlo, Hollis, et nous parlons de ce qui s'est passé. Pas la version que tu t'es racontée, la vraie version, celle où tu as mis la vie de ta fille dans un sac poubelle et où personne dans cette maison ne t'en a empêché. Elle a commencé à parler. J'ai dit, je n'ai pas terminé. J'ai dit, Marlo m'a envoyé une machine à coudre quand la mienne s'est cassée. Elle a appelé une étrangère pour savoir de quoi j'avais besoin. Elle l'a fait dans ton dos parce que tu avais clairement fait comprendre que m'aimer avait un prix. Et elle l'a payé. Elle a perdu des fêtes. Elle a perdu des années avec toi. Elle a été punie pour s'être souciée de sa propre sœur. Donc, si tu veux mon aide, tu vas t'asseoir dans une pièce avec tes deux filles et tu vas dire à voix haute ce que tu as fait à chacune de nous. La mâchoire de Lenore s'est crispée. L'ancienne Lenore a refait surface. Elle a dit, j'essayais de te protéger d'une vie qui te briserait. J'ai dit, tu ne m'as pas protégé. Tu m'as brisé toi-même. Elle s'est tue. Puis elle a dit, j'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai dit, ce que tu pensais être juste t'a coûté tes deux filles. Elle a regardé les robes autour du hall. Elle a regardé le croquis encadré sur le mur. Elle a regardé le bâtiment que sa fille avait construit à partir de la chose qu'elle avait jetée. Et quelque chose derrière ses yeux a changé. Pas une capitulation. De l'épuisement. Le genre qui survient quand vous avez soutenu une version de la vérité pendant si longtemps que vos bras lâchent. Elle a dit, d'accord.
La première réunion s'est déroulée dans une salle avec un médiateur. Nous quatre, pour la première fois dans la même pièce depuis une décennie. Holly s'était assis dans le coin. Je l'ai regardé et j'ai dit, tu l'as regardé mettre ce sac sur mon lit. Il a dit, je sais. J'ai dit, tu ne l'as pas arrêté. Il a dit, je sais. J'ai dit, ce n'est plus suffisant maintenant. Marlo s'est assise à côté de moi, pas en face, à côté. Elle m'a tenu la main sous la table. Deux sœurs du même côté du mur pour la première fois. Léonore a parlé. Elle a commencé par la maison, l'argent et la banque. Je l'ai arrêtée. J'ai dit, commence par le sac. Elle a dit qu'elle ne s'en souvenait pas de la même manière que moi. J'ai dit que c'était parce qu'elle n'était pas celle qui le portait. Elle a dit qu'elle faisait ce qu'elle pensait être le mieux. J'ai dit, tu n'arrêtes pas de dire cela. Dis-moi à quoi ressemblait ce qu'il y avait de mieux depuis mon côté de la porte d'entrée. Elle s'est tue. Le médiateur a attendu. Marlo m'a serré la main. Puis quelque chose a changé. Léonore a cessé de jouer la comédie. Ses épaules se sont affaissées. Sa voix a changé. Elle a dit qu'elle était en colère. Elle a dit qu'elle avait peur. Elle a dit qu'elle me voyait choisir quelque chose qu'elle ne comprenait pas et que cela ressemblait à une perte. J'ai dit, tu ne m'as pas perdu. Tu m'as jeté. Il y a une différence. Elle a tressailli. Puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Elle a dit que quand elle était jeune, elle avait voulu dessiner des vêtements. Elle avait des croquis. Elle avait des idées. Sa propre mère lui avait dit que c'était insensé et l'avait obligée à étudier la comptabilité. Elle a dit qu'elle avait passé des années dans un travail qu'elle n'aimait pas, à faire des choses dont elle ne se souciait pas. Et quand elle m'avait vu dessiner des robes dans ma chambre, elle n'avait pas vu de talent. Elle avait vu le chemin qu'elle avait eu trop peur de prendre. Et au lieu d'être fière, elle était terrifiée, car si je réussissais, cela signifierait qu'elle avait abandonné pour rien. La pièce est devenue silencieuse. Marlo m'a regardé. J'ai regardé Léonore. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu la femme qui avait jeté mes rêves. J'ai vu une femme dont les rêves avaient été jetés avant les miens, par sa propre mère, dans une maison différente avec un sac différent. Mais la même blessure. Je ne lui ai pas pardonné dans cette pièce. Le pardon n'est pas un interrupteur. C'est un couloir. Et je venais tout juste d'y entrer. Mais je l'ai comprise pour la première fois. Comprendre n'est pas la même chose que pardonner. C'est la chose qui rend le pardon possible un jour. J'ai aidé pour la maison, pas avec un chèque en blanc. J'ai restructuré la dette par l'intermédiaire d'un conseiller financier. Des conditions étaient attachées. De la transparence. Fini le silence. Hollis a obtenu un poste moins important. Léonore a commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire. Elle m'a dit un jour qu'elle avait aidé une jeune femme qui voulait être coiffeuse, mais dont la famille voulait qu'elle soit infirmière. Elle avait dit à la fille de faire ce qu'elle aimait. Je lui ai demandé si elle le pensait vraiment. Elle a répondu qu'elle essayait. Marlo et moi avons continué à construire. Les appels du mardi sont devenus des visites le week-end. Elle venait au studio et m'aidait à choisir les tissus. Elle n'avait pas l'œil pour le design, mais elle tenait le maître ruban comme quelqu'un qui était habitué à maintenir les choses ensemble. J'ai pris une photo de la machine à coudre le jour où Madame Tierney m'a dit la vérité. Je l'ai encadrée et accrochée à côté de la page du carnet de croquis sur le mur. Deux cadres, un de la personne qui m'avait jeté, un de la personne qui s'était assurée que j'avais quelque chose sur quoi construire. Madame Tierney est venue au studio le mois dernier. Elle ne coud plus, mais elle vérifie toujours les coutures. Elle a tenu une robe que je venais de terminer et l'a retournée 2 fois. Puis elle a dit, c'est votre meilleur jusqu'à présent. J'ai dit, je dis ça pour chaque robe. Elle a dit, c'est bien ça le but. Je dessine toujours des robes de mariée. J'ouvre toujours ce carnet de croquis et je regarde la première page avant chaque collection. La page que ma mère avait mise dans un sac poubelle. La page qui est devenue mon modèle le plus demandé. Chaque marié qui porte cette robe porte un morceau d'une fille qui a quitté la maison avec $230 et un rêve que sa mère avait dit sans valeur. Les rêves n'étaient pas sans valeur. Le sac, oui. Si quelqu'un dans votre vie a déjà jeté la chose que vous aimiez le plus, s'il vous a dit que c'était une perte de temps et que vous devriez faire quelque chose de réel,
je veux que vous entendiez ceci. Gardez le carnet de croquis, quel que soit le vôtre, la recette, le plan d'affaires, la chanson, le brouillon. Gardez-le. Sortez-le du sac s'il le faut, car les gens qui jettent les choses n'ont pas le droit de décider ce que ces choses deviendront. Et encore une chose. Y a-t-il une Marlowe dans votre vie? Quelqu'un qui vous a permis de continuer quand personne ne regardait? Ils vous ont porté. Faites-leur savoir que vous le savez. Avant de partir, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Si cette histoire est restée avec vous, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous. Je vous verrai dans la prochaine. Prenez soin de vous.